Donc, en 1973, Otomo arrive à Tokyo. Il cherche du travail comme dessinateur, il envoie des pages à droite à gauche. Il commence à publier. Alors, les toutes premières bandes dessinées qu'il publie, on les trouve plus. Elles sont pas collectées dans les albums d'histoire courte. Donc, je peux imaginer, en lisant un peu ce qu'en disent les critiques, que c'était pas trop loin des mangas qu'il lisait quand il était étudiant. Donc, assez proche de Tezuka en quelque sorte. Mais avec son spectre culturel qui devient plus vaste, ses intérêts s'agrandissent, il commence à imaginer un type de dessin et un type de narration différente. Plus réaliste dans le dessin, non, une des premières choses qu'il va faire, c'est réduire tous les stéréotypes du manga typiques de Tezuka, les grands yeux, les anatomies un peu de dessin animé, tout devient plus réaliste dans le dessin, et les cadrages et les ombres se font beaucoup plus proches du cinéma. Ça, c'est une des premières, hein, où on peut voir le style. Il n'est pas complètement mature, mais il est déjà un très bon dessinateur. Mais il va évoluer très rapidement. Là, je vous montre quelques histoires, voilà, de la première époque. Ça, c'est une histoire concentrée sur une union de copains. Il y a souvent un humour un peu absurde. C'est les deux éléments du premier Otomo. Il y a d'un côté une violence, et même un côté très dérangeant dans la violence, et de l'autre, il y a une espèce de rire avec les dents serrées un peu fou. L'utilisation du noir qu'il fait au début est beaucoup plus importante. Là, par exemple, je crois qu'il n'y a pas de trame du tout est fait à la main. C'est des bandes dessinées où il commence à trouver son style. Et il commence aussi à trouver ses sujets en tant que dessinateur de bande dessinée. Alors, si on regarde un peu les premières histoires, il y a tout de suite des éléments qui vont revenir. Par exemple, Otomo, il a une préférence pour les personnages qui sont des gens ordinaires, parfaitement normaux, qui vivent des situations extraordinaires. Ça, c'est une chose typique du cinéma des années 70, par exemple, de la nouvelle Hollywood. C'est même une espèce de marque de fabrique de la nouvelle Hollywood. Personnages ordinaires en situation extraordinaire. C'est valable pour certains films de Spielberg, par exemple, qui sont des films plus commerciaux de l'époque, mais ça résume parfaitement son style. Après, il y a un autre aspect, c'est que les personnages, ils sont souvent en combat avec la société pour obtenir ce qu'ils désirent. Il n'arrive pas à l'avoir. Il perd ce combat. Et la société est présentée comme un ensemble de forces oppressives. C'est ce qui va devenir, après dans les histoires de science-fiction, l'image d'une société soit dictatoriale en fireball, soit dominée par une idée de politique corrompue, ce genre de vision de la société. Après, il y a presque tout de suite l'antimilitarisme et la peur de la catastrophe nucléaire, l'apocalypse de n'importe quel genre, et un très grand intérêt pour l'espace urbain et le décor. Alors ça, c'est très intéressant quand on regarde Otomo. Dans le manga, en général, le décor est là pour accompagner, avant Otomo, elle était là pour accompagner le récit. Ce n'avait pas un rôle central en termes d'information qui passait au lecteur. Otomo dit dans les entretiens qu'il a beaucoup admiré les pages de Kitaro de Mizuki. Kitaro, on l'a regardé dans les cours précédents, il avait cette technique particulière de mélanger un décor photographique que ses assistants travaillaient avec beaucoup de détails et des personnages très cartoon. Mais ça restait un fond peint, comme un théâtre. Il n'avait pas un vrai rôle d'interaction entre l'espace et les personnages. Alors qu'en Otomo, peu à peu se dégage ce besoin que le décor soit porteur d'informations de l'histoire et des événements. Le contexte, en fait, c'est un rôle très important dans Otomo. Imaginez, par exemple, quelques années après, quand il va faire Domu, le rôle que l'HLM va avoir dans l'histoire. Ce qui se fait remarquer plus rapidement par les lecteurs, c'est le style de dessin de la figure humaine, en tout cas. Le fait que la figure humaine est représentée telle que c'est dans la réalité. Les Japonais semblent des Japonais, non pas des caricatures avec des grands yeux, mais ils sont comme ils sont dans la réalité. Une des histoires les plus bizarres de l'époque, c'est
celle-là que je vous montre, c'est l'histoire d'un type qui tue un copain à coups de marteau. On ne comprend pas pourquoi il l'a tué exactement. L'histoire commence qu'il lui a déjà cassé la tête. Et il ne sait plus quoi faire pour se débarrasser du cadavre, donc il le coupe et il le mange. Mais tout ça, il est raconté, je veux pas dire avec humour, mais oui, il y a la violence, l'horreur et une partie de humour qui se dégage surtout du final de l'histoire. Je vous montre pas toutes les pages parce que je veux pas impressionner les plus sensibles. À l'époque, le manga est entièrement influencé par le Gekiga. Nous sommes dans l'année où le Gekiga, en quelque sorte, a gagné sa bataille. Il est passé dans une forme moins dramatique, moins moins dans la provocation de Tatsumi sûrement, mais il est devenu le langage un peu du manga. Golgo 13, que c'est la série, je crois, la plus ancienne de l'histoire du manga, c'est le représentant de ce type d'influence, de mélange entre le Gekiga et la bande dessinée commerciale. Mais Otomo, il veut pas faire du Gekiga. Lui, c'est un des peu auquel il veut s'éloigner de ça. Il cherche comment faire pour s'éloigner de ces tendances. Et c'est les années où un copain lui montre Mébius. Otomo ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il voit quand il voit Mébius? Il voit un dessinateur carrément extraordinaire d'un point de vue technique. Mais il voit un dessinateur qui invente des mondes qui n'existent pas. C'est un créateur de mondes. C'est ça le déclic. C'est le fait que c'est l'ouverture vers le fantastique, vers l'imagination. C'est ce qui va le pousser à revenir sur ses amours de jeunesse, que c'est la science-fiction, et s'investir à fond dans ce type de récit. En 1978-19 sort Fireball. Fireball, c'est un récit, c'est le premier long récit de science-fiction qui a fait Otomo. C'était un spécial, je crois, d'une 40aine de pages. Il n'était pas du tout content du résultat, Otomo. L'histoire était trop courte, il n'arrivait pas à dire tout ce qu'il voulait dire. Mais il y a un peu les thèmes de Akira déjà. Il y a il y a carrément une dictature en Firewall. Il y a deux frères avec des pouvoirs extraordinaires. Il y a un groupe de terroristes. Tout est là, mais de façon un peu entassée, un peu brute. Par contre, le style, là, il s'est trouvé. Sans que le noir a plus le poids qu'il avait avant, les trames jouent un rôle plus important. Il a trouvé cette construction anatomique, que c'est la construction typique d'Otomo. Tout dessinateur a 2-3 modèles anatomiques de base. C'est très important ça, parce qu'une fois que vous le maîtrisez, vous permet de dessiner le corps dans l'espace. Sinon, vous faites toujours le même cadrage. Alors qu'Otomo, il a une très grande capacité de dessiner le corps en plusieurs points de vue. Là, c'est une des histoires où le style trouve vraiment la pleine maturité. Mais ce récit ne le rend pas content. Il est absolument pas satisfait. Il trouve que c'est trop court, qu'il n'arrive pas au centre. La même année sort son premier recueil de récits courts choisis. Il ne publie pas tous les récits courts. Certains, on les trouve par volume. Il y a plein de récits inachevés, en plus, qu'il a fait Otomo. S'appelle Short Piece. La même année va sortir Aguestar. Je vous montre les deux couvertures parce que Otomo il a une singularité pour les standards de l'époque. Il fait le graphisme de ses livres. Il fait tout. Il s'occupe de tous les aspects des livres. Ça, la raison, au début, c'était pas vraiment un choix artistique, c'est que l'éditeur, c'était un petit éditeur, il n'avait pas trop d'argent, donc Otomo s'est chargé de tout, et il a découvert qu'il aimait énormément ce genre de travail. En 1980 commence la publication de Domon. Domon est le premier chef-d'œuvre de Otomo. Si vous avez pas lu Domon, je vous conseille de vous procurer immédiatement un exemplaire. C'est une bande dessinée magnifique. À différence d'Akira, qu'on lit d'habitude une fois dans la vie et on ne le lit plus en entier parce que c'est 2200 pages, Domon, c'est quelques centaines de pages. On le lit presque d'un trait. C'est extraordinaire. C'est la réalisation de l'idée de Otomo de faire du cinéma avec la bande dessinée. C'est vraiment un travail sur la narration et un travail sur le temps de lecture qui est très très poussé. Il fait vraiment un grand travail sur les rythmes.
une chose importante de Domu, c'est qu'il explose complètement sa passion pour l'architecture. Domu, c'est une histoire de pouvoir paranormaux. C'est le combat entre un vieil homme et une jeune fille qui se passe sur un ensemble d'immeubles typiques de l'architecture japonaise de l'époque. L'immeuble est représenté d'un nombre infini de points de vue. La caméra bouge dans tous les sens. Et Otomo a une idée extrêmement précise. Il connaît très bien les décors, il connaît très bien les intérieurs, les couloirs, les ascenseurs, les jardins en bas. Il a une grande capacité, par exemple, de déplacer les gens et de nous faire sentir que c'est vivant cet espace, qu'il est vraiment habité. Il arrive à faire un portrait de la société japonaise qui habite dans l'immeuble qui est très efficace, souvent avec des personnages qui font des apparitions courtes. Par exemple, là, il arrive le personnage à lunettes qui va avoir un rôle plus important et il est anticipé par des femmes qui parlent. Mais on voit très bien quel type de femmes sont, le genre de discours qu'ils vont faire. C'est vraiment c'est vraiment son premier chef-d'œuvre. C'est pas par hasard si j'utilise cette expression. Les scènes de combat sont remarquables. Vous voyez comment il traite les bâtiments. C'est là qu'il commence à mettre en place ce style où tout est un peu cassé. Alors, après avoir fait l'architecture, il fait une espèce de passage pour abîmer tous les matériaux. Vous voyez, c'est typique. À l'époque, Otomo n'a pas d'assistant. Et ça, c'est important. Il travaille à un grand rythme, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de tout. Il ne veut pas avoir d'assistant. Il a toujours été un peu gêné avec cette histoire. Il a dû les avoir pour Akira, mais bon, là, on voit l'explosion du bâtiment avec une onomatopée occidentale. Ça, c'est la couverture de l'édition japonaise.